Pendant les sombres jours de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe a été secouée par l'ascension d'une force militaire qui semblait invincible, le Troisième Reich. Sous la direction d'Adolf Hitler, la machine de guerre nazie a été lancée avec une rapidité et une férocité sans précédent, dominant de vastes régions du continent. Mais qu'est-ce qui se cachait derrière cette puissance militaire? Quels secrets dissimulés leur permettaient de transformer la guerre et de changer à jamais le cours de l'histoire? Des imposants chars Panzer qui écrasaient tout sur leur passage, aux fusées V2 révolutionnaires capables d'apporter la destruction dans des lieux lointains avec une précision terrifiante. La technologie nazie était la clé de leur domination. Ces avancées ont non seulement semé la terreur chez les Alliés, mais ont également redéfini les règles du combat. Rejoignez-nous pour découvrir les innovations scientifiques et technologiques du Troisième Reich, qui ont alimenté sa puissance militaire, révélant comment les nazis ont utilisé la science pour prendre l'avantage dans la guerre, la plus destructrice que l'humanité ait jamais connue. Si vous êtes intéressé par les secrets les plus sombres de cette époque, restez avec nous pour explorer les avancées qui ont à jamais changé le cours des conflits mondiaux. Quels secrets technologiques les nazis ont-ils gardés cachés? À quel point la science nazie était-elle avancée pour son époque? Le traité de Versailles, de l'humiliation à la guerre. La Première Guerre mondiale a officiellement pris fin le 28 juin 1919, avec la signature du traité de Versailles entre les puissances alliées et l'Allemagne. Bien que présenté comme un accord de paix, l'objectif réel du traité était de punir l'Allemagne pour son rôle dans le déclenchement de la guerre. Plutôt que de favoriser la réconciliation, le traité visait à affaiblir le pouvoir militaire et économique de l'Allemagne. La République de Weimar, née de l'effondrement de l'Empire allemand, a été contrainte de signer le traité en pleine tourmente politique et économique. Le traité de Versailles peut être divisé en 3 grands domaines: les restrictions militaires, les pertes territoriales et les réparations financières. Militairement, l'Allemagne a été limitée à une armée de seulement 100 000 hommes, bien plus petite que les forces armées d'autres nations. Le traité interdisait également à l'Allemagne de maintenir une force aérienne et limitait sa marine à des navires de moins de 10 000 tonnes, ce que de nombreux Allemands considéraient comme une humiliation nationale. Territorialement, l'Allemagne a perdu plusieurs régions clés au profit de pays voisins, notamment la France, la Belgique, la Pologne, la Tchécoslovaquie et le Danemark. Le traité a également privé l'Allemagne de ses colonies en Afrique et dans le Pacifique, telles que l'Afrique orientale allemande, aujourd'hui la Tanzanie, et le sud-ouest africain allemand, aujourd'hui la Namibie, ainsi que des îles comme les îles Mariannes et Samoa. Ces pertes territoriales ont provoqué des bouleversements sociaux importants, car des familles ont été séparées et des territoires de longue date ont été cédés. L'un des éléments les plus contestés du traité était la clause de culpabilité de guerre, qui rendait l'Allemagne seule responsable du déclenchement de la guerre. Cette clause a ouvert la voie aux Alliés pour exiger des réparations de la part de l'Allemagne afin de compenser les dommages causés par la guerre. Les conséquences économiques furent catastrophiques. L'hyperinflation, la pauvreté généralisée et l'effondrement économique ont paralysé l'Allemagne. La République de Weimar, incapable de gérer ses fardeaux, a dû faire face à une instabilité politique, créant un terreau fertile pour les mouvements extrémistes comme le parti nazi. Les conditions sévères imposées par le traité de Versailles ont contribué à l'ascension d'Adolf Hitler, qui accéda au pouvoir en 1933. Promettant de restaurer la force de l'Allemagne, Hitler se mit rapidement à démanteler les restrictions du traité. Son régime commença à réarmer l'Allemagne, à réactiver l'industrie de l'armement et à étendre l'armée. En 1934, Hitler nomma Bernhard Rust ministre de l'Enseignement et de la Culture du Reich, se concentrant sur la recherche militaire et le développement technologique. Hitler uses science to conceive, test, and in some cases deploy. De nombreux scientifiques et professeurs juifs furent expulsés des universités pour réorienter les ressources vers l'innovation militaire. À mesure que le réarmement de l'Allemagne progressait, les nations européennes devinrent alarmées. Bien que les Alliés aient initialement tenté de maintenir le traité de Versailles, la montée en puissance militaire de l'Allemagne conduisit à des violations ouvertes du traité, déclenchant une nouvelle course aux armements en Europe. En réponse, la France construisit la ligne Maginot, une série de fortifications le long de sa frontière avec l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg.
Construite entre 1929 et 1939, la ligne Maginot était censée bloquer toute invasion allemande, en supposant que les forces allemandes attaqueraient par la Belgique ou les forces britanniques interviendraient. Cependant, lorsque l'Allemagne envahit la Belgique en mai 1940, les Allemands contournèrent la ligne Maginot en avançant à travers la forêt des Ardennes, une région supposée impassable pour une armée mécanisée. La rapidité et la surprise de l'avance allemande submergèrent les Français et, en quelques semaines, l'Allemagne flanqua la ligne Maginot, entraînant la reddition de la France le 22 juin 1940. Le traité de Versailles, censé garantir la paix, a finalement préparé le terrain pour la Seconde Guerre mondiale. Les lourdes pénalités militaires et économiques imposées à l'Allemagne, combinées à l'humiliation nationale, ont alimenté un désir de revanche sous la direction d'Hitler. L'échec des Alliés à faire respecter le traité et le réarmement rapide de l'Allemagne marquèrent le début d'une nouvelle ère de tensions et de conflits en Europe. L'avantage technologique des Allemands. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande a été à l'avant-garde de l'innovation technologique, développant certaines des armes et systèmes les plus avancés de l'époque. Bien que nombre de ces innovations n'aient pas finalement changé le cours de la guerre, elles ont laissé un héritage durable dans l'évolution de la guerre moderne. Des avions à réaction aux missiles de longue portée, les avancées technologiques allemandes ont joué un rôle crucial dans la formation de la technologie militaire. L'une des innovations les plus révolutionnaires des Allemands fut le Messerschmitt, Me-2-2, le premier chasseur à réaction opérationnelle au monde. Avec des vitesses dépassant les 540 miles par heure, il était bien plus rapide que tout avion allié à l'époque. Cependant, son potentiel n'a pas été pleinement exploité en raison de retards de production, de pénurie de ressources et des bombardements soutenus des usines allemandes. Le premier, Me-262, entre en service en août 1944, trop tard pour altérer le cours de la guerre, mais il marqua le début de l'ère des jets dans l'aviation. Le missile Fund 2, développé par l'ingénieur Werner von Braun, était une autre technologie allemande révolutionnaire. Le premier missile balistique opérationnel au monde, il pouvait parcourir plus de 320 km et atteindre des vitesses supersoniques. Initialement conçu comme une arme de vengeance contre les raids aériens alliés, le V2 fut utilisé pour la première fois en combat en septembre 1944 lorsqu'il frappa Paris. Bien qu'il ait des problèmes tels qu'une faible précision et des coûts de production élevés, le V2 a jeté les bases du développement des missiles après la guerre, influençant l'exploration spatiale et la technologie des missiles de longue portée. According to Boyne, von Braun's focus was more on the science than winning the war. L'Allemagne fit également des progrès significatifs dans la technologie radar. Les systèmes radar Würzburg et Mammut permirent à la Luftwaffe de détecter et de suivre les avions ennemis avec une précision remarquable, offrant un avantage tactique considérable. Cette capacité était essentielle pour intercepter les bombardiers alliés. De plus, les Allemands furent des pionniers de la technologie infrarouge, avec le viseur de vision nocturne Zielgarat 1229 Vampire, utilisé sur le Sturmgewehr 44, l'un des premiers systèmes de vision nocturne déployés en combat. Cette innovation permettait aux troupes allemandes d'opérer efficacement dans l'obscurité. Une autre avancée notable des Allemands fut la bombe Fritz X, l'une des premières munitions guidées de précision. Utilisée pour couler le cuirassé italien Roma en 1943, elle marqua un premier pas vers les bombes intelligentes modernes. Bien que le Fritz X ne fût pas perfectionné, son design influença les développements ultérieurs des armes guidées. Dans la guerre blindée, les chars allemands tels que le Tiger I et le Panther devinrent légendaires. Connus pour leur blindage épais et leurs canons puissants, ces chars étaient redoutés par les Alliés. Le Tiger II, King Tiger, était particulièrement redoutable, capable de résister à des tirs directs des canons alliés. Le Sturmgeschütz III, le premier canon d'assaut opérationnel au monde, fut une autre innovation allemande. Il combinait mobilité et puissance de feu, jouant un rôle clé dans le soutien de l'infanterie et les opérations anti-chars. L'Allemagne fut également pionnière dans de nouvelles tactiques de combat utilisant des technologies avancées. Un exemple en fut le système de navigation radio Knickebein, qui permettait aux bombardiers allemands de frapper des cibles précises, même dans l'obscurité ou par mauvais temps.
Cette technologie fut un précurseur des systèmes GPS modernes et s'avéra extrêmement efficace pendant le Blitz sur la Grande-Bretagne. Bien que nombre de ces innovations n'aient pas été pleinement exploitées pendant la guerre, leur impact sur la technologie militaire fut profond. Les avancées de l'Allemagne dans les domaines de l'aviation, des missiles, du radar et de la guerre blindée ont jeté les bases des développements technologiques d'après-guerre, influençant la conception des armes et des systèmes utilisés dans les conflits suivants. La révolution de la guerre blindée pendant la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale a marqué un tournant décisif dans la guerre blindée, avec l'armée allemande jouant un rôle clé dans cette transformation. Dès les années 1930, les ingénieurs et stratèges allemands, dirigés par le général Heinz Guderian, ont été les pionniers du concept d'utiliser des tanks comme élément central d'un blitzkrieg, ou guerre éclair. La vision de Guderian mettait l'accent sur la mobilité, la vitesse et la coordination, modifiant fondamentalement la guerre moderne. Au premier stade de la guerre, les tanks allemands comme le Panzer II, III et IV étaient au cœur de cette stratégie. Bien que ces modèles manquaient de blindage avancé ou de puissance de feu, leur vitesse et leur capacité à coordonner des attaques rapides les rendirent très efficaces lors des invasions de la Pologne, de la France et de l'Union soviétique. Parmi ceux-ci, le Panzer IV est devenu le plus polyvalent, capable d'évoluer et de rester pertinent à mesure que la guerre progressait. Cependant, les tanks allemands ont rapidement été confrontés à un défi majeur avec le T-34 soviétique, introduit lors de l'opération Barbarossa en 1941. Le blindage incliné du T-34, sa maniabilité et son puissant canon de 76,2 mm le rendaient supérieur à de nombreux égards aux modèles allemands, obligeant les Allemands à innover davantage. En réponse, l'Allemagne développa deux tanks emblématiques, le Tiger I et le Panther. Le Tiger I, introduit en 1942, était un char lourd avec un blindage de 100 mm et un canon de 88 mm, conçu pour dominer le champ de bataille à longue portée. Cependant, son poids lourd et ses besoins élevés en carburant et en maintenance limitaient sa mobilité. En revanche, le Panther, lancé en 1943, était une réponse directe au T-34. Combinant les meilleures caractéristiques des conceptions allemandes et soviétiques, This efficiency allowed Germany to produce over 6,000 Panthers. il possédait un blindage incliné, un puissant canon de 75 mm et une excellente mobilité. Le Panther devint l'un des tanks les plus redoutables de la guerre, notamment lors de la bataille de Kursk, 1943, et de la bataille des Ardennes, 1944, où les forces allemandes utilisèrent des tactiques de dissimulation, impliquant des panthères déguisés pour tromper les forces alliées. Malgré leur puissance, la production de ces tanks avancés fut limitée par les pénuries de ressources, les bombardements des usines allemandes et les problèmes logistiques. La capacité industrielle des Alliés, notamment celle des États-Unis et de l'Union soviétique, leur permettait de surpasser les Allemands en production, compensant ainsi les lacunes technologiques par une supériorité numérique. Bien que les tanks Tiger et Panther n'aient pas été décisifs pour inverser le cours de la guerre, les innovations allemandes en matière de guerre blindée ont laissé un héritage durable. Les principes de Guderian en matière de mobilité, de blindage et de puissance de feu ont influencé la conception des tanks pendant des décennies, façonnant le développement des modèles d'après-guerre comme le soviétique T-54-55, l'américain M60 et le britannique Centurion. La stratégie Blitzkrieg. La Seconde Guerre mondiale a introduit des tactiques militaires révolutionnaires et l'armée allemande, avec sa stratégie Blitzkrieg, ou guerre éclair, en fut l'un des exemples les plus marquants. Développée par des leaders militaires tels que Heinz Guderian et Erich von Manstein, la Blitzkrieg reposait sur la vitesse, la surprise et l'utilisation coordonnée des forces mécanisées pour submerger l'ennemi avant qu'il n'ait le temps de réagir. La Blitzkrieg a émergé dans les années 1930, après la Première Guerre mondiale, lorsque les stratèges allemands ont cherché à éviter l'impasse de la guerre de tranchées. Influencé par des théoriciens britanniques comme B.H. Liddell Hart, Guderian et ses collègues imaginaient une guerre rapide et mobile, visant à minimiser le coût humain. La stratégie mettait l'accent sur l'utilisation synchronisée des tanks, de l'aviation, de l'artillerie et des forces terrestres pour pénétrer les défenses ennemies,
perturber leur cohésion et isoler les unités. Le premier usage à grande échelle de la Blitzkrieg eut lieu en septembre 1939 avec l'invasion de la Pologne. Les forces allemandes, utilisant les divisions Panzer et les bombardiers Stuka, submergèrent rapidement les défenses polonaises. En un mois, la Pologne était occupée et les médias diffusèrent des images de tanks et de bombardiers allemands, signalant l'aube d'une nouvelle ère dans la guerre. En 1940, les tactiques de Blitzkrieg furent testées lors de l'invasion de la France et des Pays-Bas. Les Allemands contournèrent la ligne Maginot en attaquant par les Ardennes, une région que les Français considéraient impassable pour les tanks. L'aviation allemande et les divisions Panzer brisèrent les lignes, semant la confusion parmi les Alliés. Lorsque les forces allemandes franchirent la rivière Meuse, les Alliés furent rapidement encerclés. Malgré une contre-attaque lors de la bataille d'Arras et l'évacuation massive des forces alliées à Dunkerque, la France tomba, consacrant la Blitzkrieg comme la tactique dominante pour les premières victoires allemandes. Cependant, à mesure que la guerre avançait, les limites de la Blitzkrieg devinrent évidentes. En 1941, lors de l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique, les vastes distances, le climat rigoureux et les pénuries d'approvisionnement se révélèrent des obstacles insurmontables. La résistance soviétique fut plus forte que prévu et les difficultés logistiques de l'Allemagne freinèrent les opérations rapides au cœur de la Blitzkrieg. Bien que les Alliés se soient adaptés à la Blitzkrieg, améliorant leur défense anti-chars et leur coordination, l'impact psychologique initial des victoires allemandes resta significatif. Pourtant, l'efficacité de la Blitzkrieg diminua à mesure que la guerre se déplaçait vers des théâtres de plus en plus vastes. Malgré son déclin, la stratégie Blitzkrieg laissa un héritage durable dans la guerre mécanisée. Ses principes de guerre combinés, tanks, infanterie et soutien aérien, devinrent la base des tactiques militaires modernes. Aujourd'hui, la Blitzkrieg est reconnue comme un précurseur des stratégies de guerre mécanisées utilisées dans le monde entier. La Waffen-SS, la force militaire du Troisième Reich, la Waffen-SS, SS armée, initialement formée comme l'aile militaire de la Schutzstaffel, SS, est devenue l'une des organisations militaires les plus infâmes et controversées de la Seconde Guerre mondiale. Elle était renommée pour sa compétence sur le champ de bataille et sa loyauté indéfectible envers Adolf Hitler, mais son héritage est irrémédiablement terni par son implication directe dans les crimes de guerre et l'Holocauste, éclipsant ainsi ses réalisations militaires. L'histoire de la Waffen-SS commence dans les années 30, lorsque Heinrich Himmler, chef de la SS, crée une force d'élite dédiée à la défense du régime nazi. Initialement un petit groupe d'élite chargé de protéger les dirigeants nazis, la Waffen-SS se développe rapidement après le déclenchement de la guerre, atteignant plus de 900 000 membres à la fin du conflit. Ces recrues venaient de toute l'Europe, y compris de diverses ethnies et nationalités. La Waffen-SS se distinguait par son entraînement rigoureux, son moral élevé et son dévouement fanatique à l'idéologie nazie. Parmi ces divisions les plus notables figuraient la Leibstandart SS Adolf Hitler, Das Reich Totenkopf et la tristement célèbre 12e division SS Panzer Hitlerjugend. Ces unités d'élite ont combattu lors de certaines des batailles les plus difficiles de la guerre, notamment sur le front de l'Est et pendant la bataille de Normandie. L'une des réalisations les plus significatives de la Waffen-SS fut sa victoire début 1943 à Kharkov. Après une série de défaites, le corps de Panzer SS, sous Paul Hauser, lança une contre-offensive réussie qui permit de reprendre la ville stratégiquement vitale. Cette victoire, bien que temporaire, renforça la réputation de la Waffen-SS en tant que force de combat compétente et déterminée. En décembre 1944, la bataille des Ardennes, également connue sous le nom de l'offensive des Ardennes, représenta la dernière grande tentative nazie d'arrêter l'avancée alliée. Plusieurs divisions de la Waffen-SS, y compris la première division SS Panzer Leibstandart SS Adolf Hitler et la 12e division SS Panzer Hitlerjugend, lancèrent une attaque surprise visant à diviser les forces alliées et à capturer le port d'Anvers.
Bien que l'efficacité au combat de la Waffen-SS ait surpris les Alliés et infligé de lourdes pertes, l'offensive échoua finalement et ne changea pas le cours de la guerre. Malgré sa compétence sur le champ de bataille, l'héritage de la Waffen-SS est indissociable de son rôle dans les crimes de guerre et les atrocités. En juin 1944, la 12e division SS Panzer Hitlerjugend, sous Kurt Meyer, fut responsable du massacre de prisonniers de guerre canadiens à l'abbaye d'Ardennes en Normandie, l'un des crimes de guerre les plus notoires commis par cette unité. Cela, ainsi que d'autres actes de brutalité, ternit à jamais la réputation de la Waffen-SS. À mesure que le Troisième Reich s'effondrait, la Waffen-SS se battait jusqu'à la fin, défendant Berlin dans un dernier effort pour résister à l'avancée alliée. Même lorsque la défaite se profilait, la Waffen-SS démontrait une loyauté fanatique à la cause nazie. Cette ténacité, cependant, se révéla finalement à la fois leur force et leur chute. Après la reddition de l'Allemagne, les survivants de la Waffen-SS furent jugés pour leur implication dans les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. De nombreux officiers de haut rang, dont Hausser, furent jugés et condamnés. Avec le temps, l'ampleur de la participation de la Waffen-SS à l'Holocauste et à d'autres crimes de guerre fut mise en lumière, jetant une ombre sur son héritage militaire et en faisant l'une des forces les plus détestées de l'histoire militaire moderne. La campagne des U-Boot et la bataille de l'Atlantique. La bataille de l'Atlantique, menée entre la Kriegsmarine allemande et les marines alliées, fut l'un des conflits les plus cruciaux et sanglants de la Seconde Guerre mondiale. Cette lutte décisive allait déterminer le sort des îles britanniques et, en fin de compte, du monde libre. Au cœur de cette bataille se trouvaient les redoutables U-Boot allemands, qui harcelaient sans relâche les routes maritimes de l'Atlantique, cherchant à couper les lignes d'approvisionnement vitales des Alliés. La campagne des U-Boot fut une histoire de courage, de sacrifice et d'innovation technologique. Les deux camps cherchant un avantage stratégique dans la guerre sous-marine. L'épine dorsale de la flotte de sous-marins allemands était constituée du type 7, un sous-marin polyvalent et robuste qui devint une menace mortelle pour les convois alliés tout au long de la guerre. Équipé de torpilles puissantes et d'un canon de pont, le type 7 était capable de couler même les convois les plus lourdement défendus. À la tête de ces chasseurs de sous-marins se trouvaient des hommes comme Otto Kretschmer et Günther Prien, qui, grâce à leurs raids audacieux, gagnèrent le respect de leurs camarades et la peur de leurs ennemis. La campagne des U-Boot atteignit son apogée pendant ce qui devint connu sous le nom de Happy Time, une période de juillet 1940 à octobre 1941. Pendant cette période, les sous-marins allemands, opérant en meute de loups, infligèrent de lourdes pertes aux convois alliés, coulant des millions de tonnes de matériel de guerre essentiel et menaçant de conduire la Grande-Bretagne à la famine. L'amiral Karl Dönitz, le stratège de la campagne des U-Boot, exprima de manière menaçante la clé pour faire plier l'Angleterre. La seule chose qui fera plier l'Angleterre, c'est de couper ses lignes maritimes. La menace des U-Boot était réelle et croissante. Mais la marée de la guerre commença à changer lorsque les Alliés introduisirent de nouvelles technologies et tactiques pour contrer la menace de ces prédateurs invisibles. L'introduction du radar, du système de localisation haute fréquence, HUF-DUF, et des avions équipés de radars de recherche de surface et de charge de profondeur permit aux Alliés de prendre l'avantage dans l'Atlantique. À mesure que les pertes augmentaient, la situation pour les équipages des U-Boot devenait de plus en plus désespérée, avec 3 sous-mariniers sur 4 ne revenant jamais de leur mission. Dans une tentative de regagner l'initiative, les Allemands introduisirent le révolutionnaire U-Boot Type 21, une merveille technologique qui intégrait un design hydrodynamique avancé, un système de snorkel efficace et des vitesses immergées considérablement plus élevées. Ce nouveau modèle était capable de rester immergé pendant de longues périodes, ce qui le rendait plus difficile à détecter. Malgré son design avancé, le type 21 arriva trop tard pour changer le cours de la guerre. La production du nouveau sous-marin fut retardée et le manque d'équipages expérimentés limita son impact. L'électroboot, comme il était aussi appelé, connut une action limitée mais ne modifia pas l'issue finale de la campagne des U-Boot. À mesure que le Troisième Reich s'effondrait sous l'attaque implacable des Alliés, les U-Boot survivants furent soit détruits,
soit se rendirent, marquant la fin de l'une des flottes les plus craintes de l'histoire navale. La bataille pour le contrôle de l'Atlantique prit fin, avec les Alliés sortant victorieux, ce qui assura l'approvisionnement continu en ressources vitales et, en fin de compte, contribua à l'effondrement du régime nazi. Les innovations tactiques de la Luftwaffe et la supériorité aérienne. À la fin des années 1930, la Luftwaffe, sous la direction de Hermann Göring, est devenue une force redoutable dans la guerre aérienne, jouant un rôle clé dans les premières victoires du Troisième Reich. Le succès de la Luftwaffe reposait sur une combinaison de tactiques innovantes et d'avions de pointe, révolutionnant le rôle de la puissance aérienne dans la guerre moderne. L'une des innovations les plus marquantes de la Luftwaffe fut le Stuka, le bombardier en piqué Junkers Ju-87. Cet avion pouvait plonger presque verticalement pour larguer ses bombes avec une précision redoutable. Ces sirènes distinctives, connues sous le nom de trompettes de Jéricho, produisaient un bruit terrifiant qui démoralisait les troupes ennemies, faisant du Stuka non seulement une arme de destruction mais aussi un outil de guerre psychologique. Le Stuka joua un rôle central dans les premières tactiques de Blitzkrieg, notamment lors des invasions de la Pologne, de la France et de l'Union soviétique. Un autre personnage clé du succès tactique de la Luftwaffe fut Hans Ulrich Rudel, le pilote le plus décoré de la guerre qui utilisa le Stuka avec un effet dévastateur contre les tanks soviétiques, lui valant le titre de Aigle du front de l'Est. Ces attaques de précision cimentèrent l'importance du Stuka dans la stratégie militaire allemande. En plus des bombardiers en piqué, la Luftwaffe déploya de redoutables chasseurs comme le Messerschmitt Bf 109 et le Focke-Wulf Fw 190. Ces avions, réputés pour leur vitesse, leur agilité et leur puissance de feu, donnèrent à la Luftwaffe un avantage clair dans les premières années de la guerre. Erich Hartmann, avec 352 victoires aériennes, devint le meilleur as de l'aviation de l'histoire, tandis qu'Adolf Galland, chef de la branche chasse de la Luftwaffe, dirigea des missions réussies et boosta le moral des pilotes. Leur leadership contribua au mythe de l'invincibilité de la Luftwaffe au début du conflit. Le succès tactique de la Luftwaffe fut également dû à sa structure organisationnelle. Contrairement aux forces aériennes traditionnelles, la Luftwaffe adopta un système de commandement décentralisé qui permettait aux pilotes de prendre des décisions indépendantes en pleine bataille. Cette flexibilité leur permettait de s'adapter rapidement aux circonstances changeantes et de saisir les opportunités, menant à des victoires clés pendant la phase de Blitzkrieg. Cependant, à mesure que la guerre progressait, la force industrielle des Alliés commença à renverser la balance. Le Messerschmitt. Me-2-2, le premier chasseur à réaction opérationnelle, représentait un bond technologique. Mais son arrivée tardive et les campagnes de bombardement alliées en cours s'avérèrent trop difficiles à surmonter pour la Luftwaffe. Le Me-2-2 ne réussit pas à arrêter les raids de bombardement stratégiques dévastateurs qui détruisaient les villes et les usines allemandes, affaiblissant la machine de guerre allemande. À la fin de la guerre, la Luftwaffe avait perdu sa supériorité aérienne. Les campagnes de bombardement incessantes et la montée en puissance des forces aériennes alliées marquèrent un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale, réduisant l'efficacité de la Luftwaffe et contribuant à l'effondrement du Troisième Reich. Les héros oubliés de la logistique allemande et l'Opel Blitz. Dans chaque campagne militaire réussie, la logistique joue un rôle crucial, mais elle est souvent négligée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande excella dans les opérations logistiques, qui étaient vitales pour maintenir leur efficacité au combat. Des leaders militaires comme Erich von Manstein et Heinz Guderian mirent l'accent sur la vitesse et la flexibilité, permettant à la Wehrmacht de se mobiliser rapidement et de maintenir un haut degré de mobilité sur le champ de bataille. Un élément clé de ce succès logistique fut le développement de véhicules spécialisés, en particulier le camion Opel Blitz. Ce véhicule polyvalent devint essentiel pour transporter des fournitures, des munitions, du carburant et des troupes à travers des terrains difficiles, des paysages gelés du front de l'Est au désert de l'Afrique du Nord. L'Opel Blitz n'était pas seulement un camion de transport, sa conception fiable permettait de l'adapter en atelier mobile, véhicule de communication et cuisine de campagne, le rendant indispensable aux opérations logistiques allemandes.
L'Opel Blitz joua un rôle central dans le maintien de l'approvisionnement des lignes de front, ce qui était crucial pour conserver les capacités opérationnelles de la Wehrmacht. De plus, l'armée allemande était connue pour son approche pragmatique, réutilisant souvent les véhicules ennemis capturés pour renforcer ses chaînes d'approvisionnement et s'adapter aux conditions changeantes. Cependant, à mesure que la guerre progressait, les défis logistiques commencèrent à submerger les forces allemandes. La guerre sur le front de l'Est, ainsi que les raids aériens alliés, perturbèrent gravement les lignes d'approvisionnement. Les pénuries de carburant, de pièces détachées et de personnel formé entravèrent le fonctionnement des véhicules essentiels, comme l'Opel Blitz. Malgré les efforts pour s'adapter, le système logistique ne parvint pas à suivre les exigences de la guerre prolongée. À la fin de la guerre, l'échec de la logistique allemande, exacerbé par la pression constante de l'armée rouge et des bombardiers alliés, contribua de manière significative à l'effondrement de la Wehrmacht. La rupture des chaînes d'approvisionnement marqua la chute finale de la machine de guerre allemande, autrefois redoutable. La machine Enigma, le code secret. Dans le monde de l'espionnage et du renseignement militaire, la capacité à garder des secrets détermine souvent l'issue des conflits. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la machine Enigma est devenue la pierre angulaire du système de communication secret de la Wehrmacht. Cet appareil de cryptage extrêmement avancé était utilisé par les nazis pour encoder des messages cruciaux, les rendant pratiquement impossibles à déchiffrer sans les clés appropriées. Cependant, à l'insu des Allemands, leur outil de communication le plus sécurisé allait finalement être percé à jour par les Alliés, modifiant profondément le cours de la guerre. Développée dans les années 1920 par des ingénieurs allemands, la machine Enigma utilisait un système complexe de rotors et d'un tableau de connexion pour générer un nombre presque infini de combinaisons pour chiffrer les messages. Cela rendait la machine apparemment impénétrable, et la Wehrmacht s'en servait pour tout, des stratégies militaires aux mouvements de troupes, assurant ainsi la sécurité de ses communications contre les regards indiscrets. Malgré cette apparente invulnérabilité, les cryptanalystes polonais dirigés par le mathématicien Marian Rejewski progressèrent de manière significative dans le décryptage du code Enigma. Leurs découvertes se révélèrent cruciales lorsque, avec le déclenchement de la guerre, ils partagèrent leurs résultats avec les Britanniques. Au Royaume-Uni, à Bletchley Park, une équipe d'esprits brillants, dont le légendaire Alan Turing, poursuivit le travail des Polonais. Grâce à leur expertise mathématique, ils développèrent la Turing Bomb, un dispositif de décryptage révolutionnaire conçu pour percer le code de la machine Enigma. Ce projet, connu sous le nom d'Ultra, permit aux Alliés d'intercepter et de déchiffrer les communications allemandes. Grâce à leur capacité à lire ces messages, les Alliés gagnèrent un avantage stratégique, leur permettant d'anticiper les mouvements allemands, de planifier des attaques plus précises et de neutraliser de nombreuses opérations allemandes avant qu'elles ne puissent être mises à exécution. Les conséquences de la rupture du code Enigma furent monumentales. Les victoires alliées lors de batailles clés, telles que la bataille de l'Atlantique et le jour J, furent grandement influencées par les renseignements recueillis grâce aux messages décryptés. Les Alliés purent perturber les plans allemands, sauvant ainsi d'innombrables vies et raccourcissant la durée de la guerre. En accédant aux renseignements allemands, ils purent manœuvrer la Wehrmacht et contraindre les nazis à se défendre. Le décryptage de l'Enigma eut également un impact psychologique majeur sur l'armée allemande. Les nazis faisaient confiance à la sécurité de leurs communications, mais en réalité, les Alliés avaient accès à leurs plans stratégiques. Cela sapa la confiance allemande et, dans de nombreux cas, rendit leurs avantages technologiques inefficaces. La capacité à lire les messages secrets allemands fut l'un des facteurs clés de la victoire alliée. L'histoire de la machine Enigma est un témoignage de l'ingéniosité humaine et du pouvoir de l'effort collectif. Les cryptanalystes de Bletchley Park réalisèrent l'un des plus grands exploits du renseignement militaire de l'histoire, modifiant le cours de la guerre et sauvant des millions de vies. Le décryptage de l'Enigma perturba non seulement la machine de guerre nazie, mais illustra également comment la connaissance et l'innovation peuvent être aussi puissantes que les armes les plus avancées en temps de guerre. Les leaders et la discipline de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. L'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale se distingua par son leadership extraordinaire et sa discipline inébranlable.
des facteurs qui jouèrent un rôle crucial dans ces victoires. La Wehrmacht reposait sur une base de stratégies innovantes et d'un entraînement militaire rigoureux, ce qui rendait ses soldats redoutables. Des commandants comme Erwin Rommel et Heinz Guderian furent essentiels à ce succès, car leurs idées révolutionnèrent la manière dont les batailles étaient menées. Cette combinaison de leadership exceptionnel et de formation disciplinée fit de l'armée allemande l'une des forces les plus redoutables de l'histoire militaire. Erwin Rommel, surnommé le renard du désert, se distingua comme l'un des leaders les plus brillants de la Seconde Guerre mondiale. Son ascension dans l'armée allemande fut fulgurante grâce à sa stratégie innovante et sa capacité à inspirer ses troupes. Rommel se fit connaître lors de la campagne du désert africain, où ses tactiques de guérilla et ses attaques rapides surprirent les forces britanniques, marquant une étape importante dans l'utilisation de la guerre mobile. Sa capacité à s'adapter au terrain hostile et sa compréhension du champ de bataille firent de lui un leader légendaire. Heinz Guderian fut le principal artisan du Blitzkrieg, ou guerre éclair, une stratégie révolutionnaire combinant mobilité et puissance de feu grâce aux tanks et aux forces aériennes. Son travail, notamment son livre Achtung Panzer, transforma complètement la guerre mécanisée. Le Blitzkrieg permit à l'armée allemande d'obtenir des victoires rapides et décisives, notamment en Pologne, en France et en Union soviétique. La vision de Guderian consistant à coordonner les forces mécanisées jeta les bases de la guerre moderne et laissa une empreinte profonde sur les tactiques militaires. La discipline de fer fut un autre pilier fondamental du succès de l'armée allemande. Les soldats allemands, appelés Lanzer, étaient formés selon un régime strict incluant la préparation physique, des tactiques avancées et un conditionnement mental. Cette approche complète leur permettait d'exécuter les ordres avec une efficacité remarquable et de garder leur calme sous pression. La résilience et la loyauté des soldats allemands étaient telles qu'ils pouvaient faire face à des situations extrêmement difficiles sur le champ de bataille. L'entraînement des soldats allemands ne se limitait pas aux exercices physiques. La préparation stratégique jouait un rôle crucial. Des jeux de guerre et des exercices tactiques étaient utilisés pour aider les officiers et les soldats à visualiser et à pratiquer des scénarios de combat réels. Cet accent mis sur la simulation de bataille assurait que les soldats étaient toujours prêts à s'adapter aux conditions changeantes du champ de bataille. L'armée allemande se caractérisait également par une culture de l'apprentissage. Dès les premières étapes de la guerre, l'importance d'étudier l'histoire et d'appliquer ces leçons au combat actuel était mise en avant. L'adaptation constante aux nouvelles technologies et tactiques était essentielle pour maintenir leur avantage sur les ennemis. L'armée allemande se concentrait toujours sur l'amélioration de ses stratégies et tactiques en fonction de l'évolution de la guerre, ce qui lui permettait de rester compétitive au fil des années. L'héritage de figures comme Rommel et Guderian, ainsi que la discipline qui définissait les soldats allemands, reste l'un des aspects les plus fascinants de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. La combinaison de leadership exceptionnel et de préparation approfondie leur permit de réaliser des exploits extraordinaires, faisant de la Wehrmacht l'une des forces militaires les plus redoutables de l'histoire. L'histoire de leur formation, leur capacité à s'adapter rapidement à de nouvelles circonstances et leur engagement dans l'amélioration continue reste un modèle d'étude dans le monde militaire. À travers l'histoire, la guerre a été un moteur d'innovation, propulsant des avancées scientifiques qui ont transformé le monde. En particulier, la Seconde Guerre mondiale qui a non seulement apporté la dévastation, mais a également donné naissance à des technologies qui ont à jamais modifié le cours de l'humanité. La création d'armes plus puissantes, le développement de nouveaux matériaux et la découverte de l'énergie nucléaire ne sont que quelques exemples de la manière dont ce conflit a agi en tant que catalyseur du progrès. Cependant, ces avancées ont été accompagnées d'énormes sacrifices. Derrière chaque innovation, il y avait des souffrances humaines, une réalité souvent oubliée lorsque l'on célèbre les réalisations technologiques. À ce jour, les progrès nés de la guerre continuent d'influencer nos vies, nous rappelant comment, dans la quête de la suprématie, l'humanité a redéfini son propre avenir, pour le meilleur ou pour le pire.